11 septembre 1979, un jeune homme se rend à une banque de la région de Québec avec l'intention d'y commettre un vol. Il était suivi par des enfants. Les enfants pensaient que c'était une espèce de mascotte qui était entrée au centre commercial. Il est allé là avec sa blonde, en voiture, et il a laissé sa blonde dans l'auto. Il est débarqué de la voiture, puis il est allé faire son vol. Il est entré là à la banque à ce moment-là, a tiré 2 coups de feu en disant que c'était un vol. Et l'ours a pris en otage une des caissières. Il y a eu une intervention d'un gardien là-bas. Serge Lefebvre est arrivé à ce moment-là. Le voleur tenait toujours la caissière par la gorge, avec l'arme pointée sur sa tête. Même si l'angle de tir n'est pas dégagé, Serge Lefebvre dégaine son arme. Le voleur est certain qu'on n'osera rien faire tant qu'il a son otage. Le sergent Lefebvre tire plusieurs fois. Les balles frôlent l'otage. Lefebvre est chanceux. Le voleur est atteint. Mais il était chanceux d'atteindre sa cible et non celle de l'otage. Lefebvre a tiré, a blessé l'homme à l'épaule. Le voleur en est décédé un petit peu plus tard. Oui, ça faisait cowboy. D'abord qu'un policier tire sur un preneur d'otage alors que l'otage est proche et qu'il en meurt, oui, ça a fait la manchette. Lefebvre, c'était un bonhomme qui avait sinon une réputation, du moins l'habitude de jouer avec son revolver. Les gens que j'ai rencontrés, moi, ils étaient contents qu'un policier prenne les choses en main. Dans le public, c'était un héros. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été décoré. Une médaille qu'il a acceptée physiquement, mais que je pense que psychologiquement, il n'en voulait pas de cette médaille-là. Il disait qu'il ne la méritait pas, des trucs comme ça. À la base, on a affaire à un individu avec une faible estime de soi. Donc, ça sous-entend qu'il a toujours besoin de se prouver, de commettre un acte, je dirais, héroïque ou de bravo, que ça le revalorise au niveau de son estime de soi. Donc, ça peut aider à augmenter un peu son ego, là, de façon superficielle. D'une certaine façon, c'était comme un cover. L'image qu'il présentait, intérieurement, c'était pas ça du tout qu'il était, lui-là. Lui, il se sent tellement bon à rien que quelques jours après, c'est sûr que ça disparaît, là. La victime elle-même, l'otage, la caissière, elle a toujours dit que jamais ce gars-là aurait dû être décoré pour ça. Au contraire, qu'il aurait dû être puni parce que son geste avait été dangereux puis que c'était un miracle qu'elle n'ait pas été tuée. Des collègues du sergent Lefebvre sont du même avis. Lefebvre n'en est pas à ses premiers excès. Il a des problèmes. Pourtant, rien ne transpire. Lefebvre est bien vu dans le public et par les médias. Serge Lefebvre, les contacts que j'ai eus, c'était un gars amical, toujours prêt à rendre service et qui était disponible. C'était un bonhomme qui aimait se mettre en évidence, se mettre en valeur. Il était loin de fuir les photographes, par exemple. Il aimait poser. Je me souviens d'une photo qui a été prise sur les lieux d'un accident de voiture, une voiture qui était tombée dans une falaise. Et là où le photographe aimait le prendre, le faire avec la main sur la crosse de son arme et avec l'air victorieux puis tout ça, là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de service de relations publiques comme on en connaît aujourd'hui dans les services de police. Les journalistes et les policiers, ce sont deux mondes complètement différents et, je dirais, quasiment hermétiques. Et les contacts entre les deux sont très rares. Alors, quand on avait un bonhomme comme Lefebvre qui collaborait avec nous, bien, on l'adorait. À l'époque,
aucune voix ne s'élève pour souligner l'impulsivité du sergent Lefebvre, ni ses comportements souvent téméraires, voire suicidaires. On rapporte qu'il allait jusqu'à jouer à la roulette russe pour montrer à ses collègues son mépris de la mort. Lefebvre, c'était un bonhomme qui avait sinon une réputation, du moins l'habitude, de jouer avec son revolver. Et les gars disaient, attention, il va finir par arriver un accident de ces jours. Il jouait avec son arme, qui pointait vers une espèce de poster, des trucs comme ça. Et ses confrères lui disaient, encore une fois, arrête de jouer avec ça, ça risque de devenir sérieux, de devenir dangereux. À une autre occasion, après avoir intercepté une voiture qui, dans une poursuite, a heurté 2 fois la sienne, il tire une balle dans chacun des pneus tellement il est en colère. Plus tard, lorsqu'un collègue le lui fait remarquer, il ne s'en souvient pas. Mais Serge Lefebvre est le moindre des soucis de ses supérieurs. La force de police de Sainte-Foy est déchirée par de multiples conflits. Le chef de police de l'époque, André Sainte-Marie, est mis en cause et semble avoir perdu le contrôle. Les agents du service de police de Sainte-Foy étaient policiers, pompiers et ambulanciers. Côté protection, les gens n'ont jamais eu à se plaindre. Sauf que c'était à l'intérieur où ça se passait bizarrement. Il y a eu un chef de police qui a été contesté par ses hommes. Il y a eu la présence d'un enquêteur qui trempait à toutes les sauces, qui était craint par son chef de police. Il y a eu un président de syndicat qui, lui aussi, a brassé la cage un petit peu. Alors que des enquêteurs, le syndicat et le chef de police de Sainte-Foy s'affrontent, que le chef Sainte-Marie engage un détective privé pour espionner ses propres enquêteurs, les policiers sont laissés à eux-mêmes. Il y a eu toutes sortes de cas bizarres. Il y a eu des fervents religieux, ce qu'on pouvait appeler des Jesus Freaks, un prêcheur qui avait réussi à convertir plusieurs de ses confrères. Il y a eu des dépressions, il y a eu un officier qui est venu tellement bouleversé qu'il faisait du macramé pendant ses heures de travail. Il s'est passé toutes sortes de choses. L'arrière-scène, là, on n'était pas au courant de ça. On l'a appris par la suite, par les enquêtes, l'enquête de la commission de police et tout ça. C'est là qu'on a appris tout ça. Mais lors des événements, on n'était pas au courant de ça. Tout allait mal dans le corps de police de Sainte-Foy, mais aussi dans la tête du sergent Serge Lefebvre. Personne ne soupçonnait sa fragilité intérieure, qui allait bientôt lui faire commettre des crimes d'une extrême gravité. C'est quelqu'un qu'on avait l'impression qui jouait une espèce de rôle ou qui se donnait une importance ou une grandeur qu'il n'avait pas. Dans la réalité, Serge Lefebvre, c'est toujours considéré comme un mauvais policier compte tenu de sa faible estime de lui-même, là. Puis compte tenu qu'il avait un père, bon, militaire, alcoolique, violent, donc cet individu-là le rabaissait, le traitait de bon à rien. On se trouvait devant un individu avec, je dirais, un développement affectif complètement inadéquat, un individu anxieux, un individu avec une difficulté à gérer ses émotions négatives, avec une faible estime de lui-même. En plus d'actions téméraires et de son impulsivité, le sergent Lefebvre est réputé pour régulièrement arriver le premier sur les lieux de cambriolage se produisant dans des commerces de Sainte-Foy. Il n'y a pas beaucoup de journalistes de Québec qui, à l'époque, ont couvert
ces vols-là, ces événements-là, parce que c'était tellement banal comme cambriolage. C'était des infractions, OK. Il y avait des portes qui avaient été défoncées, des vitrines défoncées, mais le montant des vols était tellement minime, 25, 30, 40 $. Des fois, ça pouvait dépasser 100 $. C'était pas très important. Surtout que la façon dont ça se déroulait pendant des années, même certains patrouilleurs avaient de la difficulté à comprendre ce qui se passait. On parlait d'un certain modus operandi, de mode opératoire, de façon de procéder. On pourrait qualifier ça de bagatelle. C'est sûr que c'est moins drôle pour le commerçant qui arrive le matin et qui trouve sa vitrine défoncée, là, qui s'aperçoit qu'il manque quelques trucs. Ces vols-là se produisaient lorsque Serge Lefebvre travaillait. Et comme il était sergent de patrouille, il était responsable de déterminer les secteurs où les policiers travaillaient. La vérité est que le sergent Lefebvre était à proximité parce que c'est lui qui commettait ces cambriolages. Les cambriolages de si peu d'importance qu'il était difficile d'en comprendre le motif et surtout d'imaginer qu'un policier les commettait. Pour lui, voler était une façon de gérer ses émotions négatives, donc pour se calmer. Le fait de voler faisait en sorte que ça l'aidait à gérer son stress, gérer ses affects négatifs. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que dans ce dossier-là, on a affaire à un individu qui a peut-être commis plus de 300 vols. Donc, on a affaire à quelqu'un qui a des comportements, je dirais, compulsifs, là. Mais Lefebvre n'est pas un simple voleur compulsif. Ses réelles motivations sont de nature sexuelle. Ce qu'il recherche au cours des 300 vols qu'il a admis, ce sont des objets féminins. Lefebvre est fétichiste. En fait, le fétichiste est une déviance sexuelle qui consiste généralement à être excité par soit des sous-vêtements féminins, des talons hauts, du cuir ou du latex. C'est une déviance sexuelle qui provient, je dirais, de l'enfance. L'individu va être excité par, justement, souvent, ça va être un sous-vêtement féminin, une petite culotte. Cette petite culotte-là va devenir son premier amour. Donc, ça va être difficile pour lui, après ça, de se débarrasser de ça de sa tête. Puis cette déviance-là va demeurer chronique à peu près tout le long de sa vie. La plupart du temps, se déclenchait le système d'alarme et l'alerte était donnée à la centrale de police de Sainte-Foy, qui, elle, à son tour, transmettait le message aux patrouilleurs. Lui patrouillait seul dans son auto banalisé de Sainte-Foy, alors que ses confrères, généralement, étaient 2 par voiture. Alors, quand les policiers arrivaient, Lefebvre était déjà là. On présumait parce qu'il était rapide puis il était à proximité. Quand l'appel du système d'alarme entrait, bien à ce moment-là, Lefebvre disait « Énervez-vous pas, les gars, prenez votre temps, je suis pas loin, je vais arriver en premier. » On parle de 300 vols, on parle de comportement compulsif. Donc, ça crée une certaine adrénaline de commettre, je dirais, le larcin, le crime. Pour cet individu-là, il y a toute la préparation qui devait être excitante. C'est toujours à répéter, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que s'il trouve un trésor, donc une paire de sous-vêtements, une paire de petites culottes, qui va être éventuellement utilisée pour se masturber, bien, il doit toujours reproduire le comportement de nouveau.
partir du moment qu'il a exécuté, je dirais, son délit, à ce moment-là, il y a un sentiment de vide après ça qui arrive, là. Il se sentait à l'aise dans ses mauvais coups, justement parce qu'il ne se faisait jamais coincer. Sa façon de procéder était restée la même. Sauf au mois de juillet 1985, quand s'est produit le drame au dépôt dentaire de Québec. Ce jour-là, il est intervenu un élément que Lefebvre ne pouvait savoir. La police, c'est un milieu très macho. Un des prérequis pour être admis comme policier, accepté comme policier à cette époque-là, c'était un taux de testostérone très élevé, là. Lefebvre, il différenciait pas des autres. Mais ce que tous ignorent, c'est que le sergent Lefebvre cache une déviance issue de son enfance et de sa relation difficile avec un père autoritaire. Et que pour satisfaire cette déviance, régulièrement, il commet des cambriolages. Comme il était sergent de patrouille, il était responsable de déterminer les secteurs où les policiers travaillaient. Donc, il pouvait facilement les envoyer travailler ailleurs pendant que lui allait commettre ses larcins. Il pouvait être certain de savoir où se trouvaient ces gars et à quel moment ceux-ci pourraient intervenir, le temps que ça leur prendrait pour arriver sur les lieux, ce qui lui donnait tout le temps de ramasser ce qu'il voulait ramasser. Les endroits où ils commettaient des vols, des cambriolages étaient très variés. Ça pouvait être... en fait, n'importe quoi, des commerces de lingerie, de vêtements, une tabagie, un bureau de médecin, des trucs comme ça. C'était toujours en pleine nuit. Mais le dépôt dentaire ne faisait pas exception au lieu des autres endroits. On avait eu l'information, effectivement, le fait qu'il recherchait les vêtements féminins ou quand il y avait qu'il y avait justement ce côté fétichisme, justement. Certains fétichistes vont préférer des sous-vêtements neufs, d'autres vont préférer des sous-vêtements usagés dans le sens qu'ils ont été utilisés. Donc, c'est pas pour rien qu'il y en a certains, des fois, qui vont commettre des vols, commettre des entrées par effraction. À ce moment-là, pour l'individu fétichiste, le sous-vêtement a une vie. Donc, ça sous-entend qu'il a été porté. Donc, il y a une certaine, je dirais, odeur, une certaine lecture de la femme qu'il porte, là. De ses propres aveux, le sergent Lefebvre a commis entre 300 et 400 cambriolages. Mais cette fois, ça ne va pas se dérouler comme il le prévoit. D'abord, l'entrée par effraction n'est pas signalée sur les ondes de sa radio de police. Il pense que l'alarme n'a pas sonné et prend tout son temps. Lefebvre s'attendait, en commettant ce cambriolage-là, que, comme d'habitude, l'alarme retentisse à 7 fois et que les policiers de Sainte-Foy soient envoyés sur les lieux. Le système d'alarme du commerce où il a fait son vol était relié depuis peu
à la centrale de police de Québec, au lieu de la police de Sainte-Foy. Ce sont donc les policiers de la ville de Québec, Giguère et Têtu, qui se rendent au dépôt dentaire. À leur arrivée, ils reconnaissent une voiture banalisée de la police de Sainte-Foy et concluent que des collègues de Sainte-Foy sont déjà sur les lieux. L'agent Têtu est resté à l'extérieur pendant que son confrère Giguère est entré sans prendre de précautions plus qu'il en fallait, peut-être même en n'en prenant pas du tout. Une plainte de système d'alarme, c'est probablement l'élément le plus banal pour le travail d'un policier parce que 9 fois sur 10, il ne se passe rien. Lefebvre n'a pas pu entendre le message d'avertissement aux policiers de se rendre sur les lieux. Ce qui fait qu'il a été vraiment surpris en flagrant délit. Giguère a été abattu au fond de l'établissement, donc il a été tiré dans le dos. Apparemment qu'il avait sa tablette, son carnet de notes sous un bras. Il n'avait pas dégainé son revolver, il avait un cure-dent dans la bouche, c'était son habitude, à ce qu'on a raconté après. À ce moment-là, Têtu était à l'extérieur, alors qu'elle a lancé l'alerte en criant que ça tirait, en demandant de l'aide. Que Serge Lefebvre s'est servi de sa position, du fait qu'il était en uniforme, voilà, pour sortir de l'immeuble et appeler Yves Têtu comme il le fait en lui faisant signe, on présume. Donc Yves Têtu, croyant que c'était un policier qui était là pour l'aider, pour lui venir en aide, qui a choisi de l'abattre, ça, c'est absolument épouvantable. Il n'y a pas de mots pour décrire cette situation-là. Ce double meurtre est un choc pour les policiers de la région de Québec. Il est inexplicable. Pourquoi assassiner de sang-froid 2 policiers pour un banal cambriolage? Effectivement, on se demandait pourquoi voler dans un endroit comme un dépôt dentaire. Là, je veux dire, c'était pas réaliste de penser qu'on pouvait trouver des sommes d'argent importantes. Les enquêteurs constatent que les policiers assassinés n'ont eu aucun geste de défense. Yves Têtu a même des traces évidentes de poudre sur le front.
Les traces de poudre, ça indiquait que ça avait été un coup tiré à bout portant. Pour que ce soit tiré à bout portant, il y avait des chances que les victimes aient été en terrain de confiance. Avant qu'on sache que c'était Lefebvre, on suspectait que ce soit un policier. Parce que c'est incompatible de savoir que, d'une part, il était celui qui attend des renforts, puis de l'autre côté, qu'on retrouve la poêle à canon dans son front. J'apercevais le dépôt dentaire, l'intervention policière qui était là et tout ça. Et ça faisait seulement quelques secondes que j'étais sur les lieux que je vois arriver un véhicule de la police de cette fois. Serge Lefebvre s'interroge si les circonstances des meurtres peuvent amener des soupçons sur lui. Il a l'habitude de commettre des cambriolages sans jamais être soupçonné. Mais ce soir de juillet, il y a mort d'homme. Je sais que je le connaissais depuis quelques années. Il baisse sa vitre et il me demande qu'est-ce qui se passe ici. Je lui dis, t'es pas au courant? Il y a 2 policiers de Québec qui se sont fait descendre lors d'un vol par effraction. Ah, il dit non, il dit, c'est terrible, ça se peut pas. Je me rappelle de l'aspect de Lefebvre à ce moment-là, ça m'a frappé de voir son air abasourdi. Il était blême. Qu'espérait Serge Lefebvre en revenant sur les lieux des meurtres? Croyait-il qu'en démontrant une fausse candeur, il fausserait les pistes? Lefebvre ne le sait pas encore, mais les soupçons se portent déjà sur lui. Il lui reste peu de temps avant d'être découvert et accusé. Donc, possiblement, quand les policiers sont arrivés, il y avait probablement une honte qui l'habitait du comportement sexuel déviant qu'il venait d'avoir, là. Puis à ce moment-là, cette honte-là, pour pas se faire prendre, dénoncée par les 2 policiers, il a fait le mauvais choix de les tirer les 2, là. On peut pas justifier, on peut pas imaginer des circonstances qui peuvent expliquer qu'un homme commette des gestes comme ceux-là. Ça n'a aucun sens. Le 3 juillet 1985, moi, je travaille à la radio. Je commence à 5 heures. Donc, je me lève à 3h15. Comme je couvre le secteur judiciaire, quand je me lève, j'ouvre la radio-police. J'entends une voix aiguë dire « Ça tire ici ». Ça tire, vite! Ça tire! Ça tire! Le sang glace, là, parce que c'est vraiment un son aigu. Et, oui, le sang glace. La nouvelle du meurtre de Giguère et Têtu met les policiers de la région de Québec sur le qui-vive. On craint qu'un tueur toujours en liberté cible les policiers. Tous les efforts sont mis pour le retrouver. Il y a eu une espèce de chasse à l'homme qui était menée par les médias et qui était suivie de façon très assidue par la population. L'attention était immense dans la région de Québec. Dès les heures qui ont suivi, il y a eu une rumeur disant qu'il pouvait avoir été accueilli par quelqu'un en uniforme. On a su aussi qu'il y avait eu des analyses, des traces de pneus qui permettaient de conclure que ça pouvait appartenir à une voiture banalisée, utilisée généralement par les enquêteurs ou les officiers pour patrouiller. Avec une telle information, les enquêteurs ne tardent pas à vérifier l'emploi du temps du sergent Lefebvre et surtout de s'assurer qu'il concorde avec d'autres sources et témoignages. Son journal de bord. Il disait qu'il se trouvait complètement à l'ouest de la ville de Sainte-Foy, dans un secteur totalement différent. Quand les enquêteurs ont su que je lui avais parlé, qu'ils ont interrogé leurs confrères qui étaient sur les points de contrôle pour apprendre que oui, les autres aussi avaient vu Lefebvre, ça prouvait donc que Lefebvre mentait, avait des indications fausses dans son journal. Ce qui leur a permis au matin de lui téléphoner et de dire on aimerait te rencontrer, on aurait des questions à te poser. Et il y avait une filature sur lui à ce moment-là. Allô? Ouais? Ah oui? Non, je te juste à la maison, là, c'est bon. Ouais, pas de problème. Oui, j'arrive.
Il est passé à la centrale de police de Sainte-Foy pour récupérer son arme. Il a laissé sa voiture sur le terrain de l'Aquarium de Québec, a grimpé sur la structure du pont de Québec. Parce qu'il était sous filature, l'alarme a été donnée dès qu'il devenait évident que le sergent Lefebvre allait attenter à ses jours. Rapidement, policiers et journalistes ont convergé vers le pont de Québec. Et les policiers s'approchaient de lui à ce moment-là, ses confrères s'approchaient de lui, en essayant soit de le dissuader, soit de l'empêcher de sauter. Lefebvre, arrête ça! Fais pas le con! Son intention, c'est de se suicider. Il n'a pas sauté dans le fleuve. Je ne sais pas pourquoi c'était pas son intention. Lefebvre! Relax! Hey! Il s'est tiré une balle dans la poitrine parce qu'il ne voulait pas se tirer une balle au visage pour ne pas se défigurer, pour pas que ses enfants le voient défiguré. Mais Lefebvre rate son coup. Il se blesse sans vraiment mettre sa vie en danger. Son arme lui échappe des mains et tombe dans le fleuve sous le pont de Québec. Certaines personnes pensent qu'il a mal tiré cette fois-là, moins bien qu'avec l'ours en tout cas. Même si la cible était plus proche, mais il y avait de la haine vis-à-vis de Lefebvre, c'est certain. Sauf qu'ils ont réussi à faire leur travail quand même de façon positive, puis de rester en contrôle de leurs émotions avec l'individu. Pour les policiers comme pour la population, l'affaire était résolue, même s'il n'y avait aucun témoin et qu'il fallait encore réunir toutes les preuves matérielles possibles en vue du procès, dont retrouver l'arme du crime. Le fait justement d'échapper à une surveillance, le fait d'aller chercher son arme et de vouloir se suicider, c'était clair et net qu'il le savait, qu'il était non seulement suspect numéro 1, mais qu'on avait trouvé, on avait conclu que c'était lui. Les plongeurs de la Sûreté du Québec qui m'ont raconté comment ils ont réussi à trouver le revolver de Serge Lefebvre dans le fond du fleuve. Pensez que sous le pont de Québec, il y a entre 150 et 175 pieds d'eau. Le courant, à cet endroit-là, est d'à peu près 15 km à l'heure. Et la visibilité est à peu près nulle. Les équipes de plongeurs de la Sûreté du Québec ont fait un miracle de réussir à retrouver un objet aussi petit qu'un revolver à travers les poutres. Puis tout ce qui peut se trouver au fond du fleuve, en dessous du pont de Québec, parce qu'il ne faut pas oublier que le pont s'est effondré 2 fois. Donc, ce qu'il y a dans le fond de ça, c'est une cour à scrap. Alors, c'était un miracle. Ça leur a pris 1 mois. Ils ont non seulement ratissé, puis tout ça, mais ils ont fini par le trouver. La police de Québec pense avoir réuni toutes les preuves nécessaires pour que soit jugé Serge Lefebvre, soupçonné du meurtre de 2 policiers. Le procès est attendu avec impatience par tous les médias du Québec et la population. Mais là encore, Lefebvre va leur réserver une surprise. Au procès, il n'a jamais regardé les gens, il regardait toujours à terre. Et le procès, on a commencé à présenter la preuve. Et c'est quand on a fait entendre l'enregistrement des conversations entre les agents Giguère et Têtu et la centrale de police, et qu'on a entendu le cri à l'aide, là, ça tire ici, de l'agent Têtu. Le cri d'alarme lancé par Yves Têtu. Et son hurlement aussi, après avoir été tiré, est-ce que c'était un coup de feu, est-ce que c'était en voyant Lefebvre? Et là, effectivement, là, il a craqué. Son avocat a demandé un ajournement, et quand il est revenu, il a plaidé coupable. Dans ce cas-là, la sentence est automatique.
meurtre de policier, c'est 25 ans minimum, sans libération conditionnelle. C'est prison à vie, avec un minimum de 25 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Il faut dire une chose, c'est que je pense que l'une des pires punitions qu'un policier peut avoir, c'est de se retrouver en tôle avec la faune qui a contribué à mettre derrière les barreaux. La seule chose dont on a entendu parler au fil et à mesure que les mois ont passé, que les années ont passé, c'est que Serge Lefebvre était devenu une sorte de conseiller auprès des détenus, puis qu'il avait une conduite exemplaire. Serge Lefebvre a une conduite irréprochable en prison. Et après 15 ans, il demande une révision judiciaire afin d'obtenir une libération conditionnelle avant les 25 ans de sa sentence. Lorsque je l'avais interrogé là-dessus, il était vraiment fuyant dans ses réponses. Il évitait les questions qu'on lui posait et il se contentait de courber la tête, de plier, de pleurer. Il n'a pas fourni vraiment d'explications quant aux problèmes qu'il avait à l'époque. Je vous dirais qu'il était plutôt évitant quand on lui posait des questions par rapport à ça. Il avait de la difficulté à vraiment reconnaître la gravité des gestes qu'il a posés. Une autre chose que je me rappelle également, c'est que il y avait des reproches bien sentis à l'égard du corps de police de Sainte-Foy. Il reprochait concrètement, pratiquement, donc à la Ville de Sainte-Foy, au service de police de la Ville de Sainte-Foy, de ne pas l'avoir aidé, de ne pas être intervenu pour l'aider à régler les problèmes qu'il avait à l'époque. N'importe quel individu déviant, généralement, est conscient et souffrant de son problème. Sauf que c'est difficile de demander de l'aide parce que la honte, généralement, prend le dessus. Puis on a affaire à quelqu'un qui possiblement s'est senti abandonné par le service de police, un peu comme, je dirais, ses parents, d'une façon indirecte, l'ont aussi abandonné. Parce qu'un enfant, c'est un peu comme une maison. Ça se bâtit brique par brique. Fait que c'est sûr que si la structure de base est faible, c'est sûr qu'en grandissant, donc en bâtissant la maison, c'est certain que au fil des années, ça risque d'être assez chambranlant. Là. Fait que l'individu Lefebvre, possiblement, toute sa vie, s'est senti possiblement rejeté ou abandonné, là, incompris en fait. Là. Il y a des gens qui plaident coupables et qui vont s'ouvrir complètement comme un grand livre ouvert, qui vont admettre leur crime. On le voit même des fois, c'est très émotif. Des gens vont pleurer, vont s'exposer, vont s'ouvrir complètement. On n'avait pas cette impression-là par rapport à Serge Lefebvre. La société était différente un peu à ce moment-là. C'était beaucoup plus fermé. C'était le monde des policiers, c'était un monde macho, donc fermé d'une certaine façon. Quand il y avait des coches mal taillées, des trucs comme ça se réglait à l'interne la plupart du temps. C'était pas étalé sur la place publique. Je veux dire, on part d'une époque où les programmes d'aide aux employés qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas, bien sûr. C'est certain qu'il fallait être motaditement mal pris pour accepter d'avoir de l'aide ou à demander. Et c'était, je pense, mal vu aussi qu'on sache que quelqu'un avait besoin de conseils psychiatriques, d'une aide quelconque pour passer à travers un problème. Lefebvre obtient une libération conditionnelle en 2003, après quoi l'on n'entend plus parler de lui jusqu'en 2012, où, de nouveau, il est surpris à commettre une série de vols, en apparence anodins. C'est ça qui était un peu choquant et d'apprendre qu'il n'a pas commis un seul crime, mais qu'il en a commis plusieurs à répétition dans des endroits. Je me rappelle que je pense qu'il y avait un dépôt de vêtements, un endroit Cap-Rouge. C'était des vêtements féminins, des trucs comme ça. De nouveau arrêté, la libération conditionnelle de Serge Lefebvre est révoquée. Suite à une enquête qui a duré de 2011 à 2012, on apprend qu'il a de nouveau commis de nombreux cambriolages, retournant à plusieurs reprises dans les mêmes établissements. Mais ça démontrait, en tout cas selon nous, que cet homme-là n'avait jamais vraiment réglé les problèmes qu'il avait à l'époque, en 85. Bien, le fétichisme est tellement, je dirais, une déviance sexuelle qui est chronique. Donc, c'est difficile de s'en débarrasser complètement. Quand l'individu vit une période beaucoup plus difficile dans sa vie par rapport à certains événements, donc il devient plus vulnérable, bien à ce moment-là, ces vieux démons ressurgissent, puis à ce moment-là, le comportement sexuel déviant se présente.